Ça marche? Mais je peux parler là? Ok, donc très bien, donc bienvenue pour cette session sur l'eau. Est-ce que l'eau est un bien comme un autre? Donc pour discuter sur cette question, nous avons Antoine Frérot, qui est le président de Veolia, et Madame Lagumina, qui est senior partner à Agios. Argus with you. Qui est un fonds dédié à la décarbonation des PME. Donc je vais introduire très rapidement parce que nous avons 25 minutes, c'est une controverse. Ce qui est important, c'est la discussion. Ce que je voulais dire en introduction, c'est que en France, l'eau n'est pas traditionnellement une ressource rare. Mais depuis cette année, depuis l'année 2022, on a vu qu'il était très possible que l'eau devienne une ressource rare. L'année 2022 a été très particulière. On a eu une sécheresse en été, en automne, en hiver. Dans de nombreuses communes, dans au moins 100 communes en France, il y a eu des coupures d'eau. Et on voit très bien que le problème, en fait, se pose en été, hein, bien sûr, quand il n'y a pas de pluie et quand il y a besoin d'eau pour l'irrigation. Donc la rareté de l'eau commence à se faire sentir. Pour vous poser un petit peu le problème et discuter sur la façon dont cette eau est partagée, quelques chiffres simplement. Donc en France, il y a à peu près 1/8, disons, des prélèvements de la ressource en eau qui sont consommés, c'est-à-dire qui ne sont pas restitués au milieu naturel. Et parmi ces prélèvements, à peu près 58 à 60% sont destinés à des usages agricoles, donc une partie importante. 26%, c'est la consommation, la production d'eau potable. 12%, c'est le refroidissement des centrales électriques, et en particulier des centrales nucléaires. Donc vous avez ces trois types principaux d'usage de l'eau. Et les questions qui se posent sont comment partager dans un monde qui va tendre vers davantage de rareté, comment partager entre ces usagers la ressource en eau. C'est un point évidemment très important. Quelle politique économique mettre en place dans un monde où la rareté va devenir importante? On a vu très bien que controverses apparaissent là-dessus. Hein. Vous avez suivi comme moi la crise des méga-bassines. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Etc. Donc je pense que Monsieur Frérot nous allons organiser la discussion en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons essayer de définir ce qu'est un bien commun. Si l'eau n'est pas une ressource comme un autre, c'est un bien commun. Qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Qu'est-ce que ça implique de se mettre à considérer cette eau qui devient rare comme un bien commun? Donc, dans le deuxième temps de la discussion, on va s'intéresser à la gouvernance de ce bien commun, la gouvernance de l'eau. Et puis dans le troisième temps, on regardera si des innovations technologiques vont permettre de dépasser en fait et d'aider à résoudre ce problème de rareté. Donc Monsieur Frérot, vous avez la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, si la question est est-ce que l'eau est un bien commun? Oui, l'eau est un bien commun, mais elle l'est depuis longtemps. Par exemple, la loi française dit depuis 30 ans, les masses d'eau sont propriété de la nation. Et en l'an 2000, l'Union européenne a repris pour l'Europe une définition ou un propos analogue. Ça me permet déjà de préciser une chose. Lorsque une entreprise de gestion de l'eau, qu'elle soit privée ou publique, comme une régie par exemple, lorsqu'elle facture aux consommateurs, aux usagers de l'eau, est-ce qu'elle facture une propriété de la nation ou un morceau de propriété de la nation? Bien sûr que non. Ces entreprises, publiques ou privées, elles facturent un service lié à l'eau. Le fait de la capter, de la purifier, de la distribuer dans chaque logement, d'aller la chercher tous les jours dans le même logement, de l'épurer avant de la rendre au milieu naturel. Bon. C'est bien le service lié à l'eau qui est facturé. Ce n'est pas le bien commun. On pourrait même dire qu'une entreprise d'eau ne vend pas de l'eau, elle vend des services liés à l'eau. Bon. Le fait que, toutefois, l'eau est un bien commun, et en France, propriété de la nation, signifie que l'usage de l'eau est nécessairement, ou demande nécessairement, une régulation publique. Et les conflits d'usage, lorsqu'ils arrivent, ou bien le mode de gestion, les conditions d'accès des utilisateurs d'eau, quels qu'ils soient,
les particuliers, les industriels, les agriculteurs, tout ceci relève de la décision publique. Il se trouve que l'eau étant coûteuse à transporter sur de grandes distances, il faut essayer de pouvoir la mettre à disposition tout près de là où elle est utilisée, et donc la gouvernance de l'eau est souvent locale. Et dans presque aucun pays, elle n'est nationale. Elle est locale ou régionale, et non pas suivant les limites administratives, mais suivant la manière dont elle coule, c'est-à-dire le long des bassins versants. Donc deux conséquences. Un, une gouvernance publique avant tout, et deux, le fait que ce qui est facturé, ce n'est pas un bien commun, c'est le service, c'est le travail qui, lui, c'est le travail des hommes et des femmes pour rendre ce service, et lui, ce n'est pas un bien commun, ce travail qui est facturé. Merci Antoine. En fait, vous avez déjà tout dit, donc ça va être pratique. Alors, je vais peut-être revenir quand même sur la définition du bien commun. L'eau bien commun, l'eau c'est un bien qui est non excluable, c'est-à-dire tout le monde doit avoir accès à l'eau. C'est d'ailleurs ce que disait la loi de 2006, hein, la loi sur l'eau, ce qu'on redit l'ONU très récemment dans le forum de l'eau. Mais c'est aussi un bien rival, c'est-à-dire c'est un bien où quand quelqu'un consomme, d'autres peuvent être privés de cette consommation. Et en fait, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs, Kathleen, mis en avant, à partir du moment où vous commencez à avoir une carence en eau, comment est-ce qu'on organise cette rivalité? On y reviendra d'ailleurs sur les sujets de gouvernance. Le point que je voudrais ajouter peut-être par rapport à ce qu'a dit Antoine, c'est que l'eau n'est pas que l'affaire de l'eau et que l'affaire des entreprises de l'eau. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'eau est indispensable, par exemple, à l'énergie. Juste avant cette table ronde, vous aviez Xavier Pichazi qui parlait des barrages hydroélectriques, par exemple. Mais on peut aussi citer le besoin qu'on a de l'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. Évidemment, il y a aussi, et on en avait parlé juste avant cette conférence, le fait que le service de l'eau est grand consommateur d'énergie, donc ce lien énergie-eau est quand même particulièrement important. On a aussi le sujet de l'eau en agriculture. Je ne vais pas continuer sur le sujet que vous aviez évoqué, Kathleen, sur ce qu'on a vu cet été, et notamment les débats sur les méga-bassines. Mais il y a aussi un autre point que sur lequel je souhaiterais insister, c'est l'importance de l'eau pour l'industrie. Vous avez rappelé que Argos With You travaillait sur l'industrie. En fait, on voit aujourd'hui, il faut 300 à 600 litres d'eau pour faire 1 kg de métal, d'acier. Il faut 300 litres d'eau pour faire 1 kg de sucre. Donc ce sujet de on a besoin d'eau, on en a de plus en plus besoin, et il y a une rivalité sur cet usage d'eau parce qu'il commence à y avoir une scarcité qu'on ne connaissait pas en France il y a quelques années. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'attaches avec la Bretagne, je peux vous dire, on commence à en parler seulement maintenant, hein, des sujets de scarcité en eau. Donc voilà, et donc le sujet de la gouvernance, pour moi, il tourne autour de cette question de rivalité. Et dernier point, essayer d'éviter ce qu'on appelle la tragédie des biens communs, qui est le fait que, comme tout le monde peut les utiliser, en fait, personne ne se sent responsable de garantir leur durabilité. Et là aussi, c'est une question de gouvernance. Oui, juste un point. On va devoir s'adapter en fait au réchauffement, et c'est donc un point très central. En France, on a déjà augmenté, la température a déjà augmenté de 1,9 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, d'après les chiffres. Donc, il faut revoir probablement la façon dont on va produire l'eau, consommer l'eau, la répartition de l'eau. Donc, est-ce qu'on a une vision sur l'avenir de comment ça va se faire ça? Bon. Alors. Puisque l'eau est un bien commun, elle doit donc être pilotée par des décisions publiques. Et lorsque l'eau devient rare, de plus en plus rare, ces décisions publiques sont d'autant plus importantes pour, je dirais, réguler l'accès à l'eau des différents usages, les arbitrer entre eux et éventuellement les hiérarchiser. Je dirais que c'est parce que l'eau est un bien commun qui devient de plus en plus rare qu'elle est de plus en plus précieuse et qu'elle doit être gérée avec davantage de soin encore. C'est pour ça qu'en plus d'une gouvernance publique fine, on a besoin de plus en plus, pour la gérer davantage finement,
également davantage d'expertise et de professionnalisme. Et c'est là que les entreprises interviennent. Et que peut-être paradoxalement, c'est parce que l'eau est un bien commun, et un bien commun précieux, qu'on a besoin également de l'expertise des entreprises qui ont une longue expérience dans ce domaine de la gestion de l'eau. Sur la rareté qu'évoquait Kathleen, il y a différentes voies pour faire face à cette rareté. Mais la première voie, avant tout, c'est d'éviter le gaspillage. C'est d'utiliser l'eau strictement pour ce qu'on veut en faire. Le goutte à goutte en agriculture économise énormément d'eau pure naturelle, d'eau douce naturelle. Une bonne gestion des réseaux d'eau avec de moins en moins de fuites économise également énormément d'eau. Et puis, au-delà de la lutte contre le gaspillage, imaginer des ressources alternatives. On a bien sûr pensé à l'eau de mer, et ça se fait dans les pays où il n'y a vraiment pas d'eau, mais c'est cher et compliqué. De plus en plus, là où il n'y a pas de mer en plus, la bonne idée, c'est de réutiliser les eaux qui ont déjà utilisé. L'eau est devenue un bien trop précieux pour n'être utilisée qu'une fois, et le recyclage des eaux usées pour tous les usages est sans doute la voie d'avenir. Loin de moi de dire qu'on n'a pas besoin des entreprises, notamment des champions français de l'eau, puisque c'est quand même une fierté nationale, je pense, pour gérer ça. Mais je pense que si on prend un pas de recul et qu'on se pose la question de savoir qui justement doit gérer les rivalités, il va falloir aller au-delà. Il va falloir aller au-delà et mettre autour de la table probablement d'autres acteurs. Alors, le fait de légiférer sur l'eau, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Déjà en droit romain, on avait deux régimes particuliers. On avait un régime particulier de l'eau de source et on avait un régime particulier de l'eau distribuée. Donc voilà, vous êtes en fait l'ancêtre des bâtisseurs romains. Et ces différents régimes, ils ont évolué et en France, en fait, on a une grande loi structurante qui est la loi sur l'eau de 2006. Il y en a une, vous m'avez rappelé qu'il y en avait eu une avant en 64, je crois, si je ne me dis pas de bêtises. Mais ensuite, on n'a pas eu un cadre qui a véritablement reposé la question de l'eau, probablement parce qu'on était sur cette notion d'abondance et le fait que depuis 100 ans, on était dans un système concessif qui permettait aux gens d'avoir accès à l'eau potable à un juste prix, on va dire. Bon, là maintenant, la question devient beaucoup plus critique, puisqu'on a géré ces rivalités. Et en fait, comment on fait? Alors la première chose pour passer à l'acte, et quand on voit notamment l'attention qui a été portée sur ces sujets de gouvernance, que ce soit à l'OCDE avec les 12 grands principes sur l'eau, que ce soit avec le Forum mondial de l'eau et l'ONU qui s'est penché avec, je pense, un moment historique qui s'est passé, même si il y a eu pas mal de controverses autour de ce qui s'est passé en mars 2023. En fait, tout le monde reconnaît qu'il faut un système de régulation. Alors avant de réguler, il faut avoir une prise de conscience de quels sont les enjeux. Et ce sujet, en mauvais français, d'awareness, il passe aussi par des règles qui peuvent vous sembler un peu ésotériques, mais qui sont les règles de reporting qu'il va y avoir maintenant dans chacune des entreprises, où à côté du carbone, on va vous demander aussi la consommation en eau. Donc d'abord, avoir conscience de ce qu'on consomme. Parce qu'on ne peut agir que si on a les données et si on sait le faire. Ensuite, la deuxième question, c'est la question de la régulation. Cette question de régulation, il n'y a pas de régulateur de l'eau en France. Il y a plein de régulateurs de l'eau, on peut dire municipaux. Et d'ailleurs, on peut se féliciter que ça soit au plus près des territoires. C'est ce que relevait la Cour des comptes dans son dernier rapport, d'ailleurs, sur l'eau, en disant, bon, en tout cas, en France, on a cet avantage. Alors, ça ne marche pas super, mais en tout cas, on a cette... Bah, c'est ce qu'a dit la Cour des comptes. En général, elle dit ça, à un certain moment. Et donc, la question de quel est le bon niveau territorial, moi, par exemple, venant du monde de l'énergie, je me pose toujours la question de l'interruptibilité. En fait, en énergie, on gère l'interruptibilité de certains acteurs. On leur dit, bon, voilà, vous allez avoir un contrat un peu particulier. Vous allez payer peut-être un peu moins cher, mais à un certain moment, vous allez accepter de ne pas consommer cette énergie. Et ça va permettre l'équilibrage du réseau. En eau, aujourd'hui, on ne sait pas l'organiser, objectivement. On ne sait pas l'organiser. Un rebond sur la bonne échelle de gouvernance. Je vous disais tout à l'heure, l'eau est chère à transporter.
En revanche, par rapport à d'autres choses, dont l'électricité, elle est facile à stocker. Et donc, d'où la nécessité de chercher à la gérer sur juste le périmètre d'usage. Et en gros, le périmètre d'usage pour un milieu urbain, c'est le bassin de vie, c'est l'agglomération. Et c'est pas le département. Si on voulait imaginer, par exemple, une grande usine de traitement de l'eau par département et avec des tuyaux qui irriguent tout le département, on multiplierait le coût de l'eau par 3 ou 4. C'est pour ça qu'il faut, par bassin de vie, des régulations plus locales à l'échelle d'une agglomération. Ce qui induit généralement la bonne échelle de régulation. C'est effectivement les responsables politiques de ce bassin de vie qui sont les mieux placés pour pouvoir réguler, c'est-à-dire arbitrer l'usage des ressources, et puis pour également définir les conditions d'accès à cette ressource et notamment les tarifs. Antoine, si je puis juste me permettre, enfin, je pense qu'on va disrupter la discussion. Je pense qu'il n'y a pas que les responsables politiques en fait aujourd'hui qu'il faut mettre autour de la table. Et il faut qu'on invente aussi, notamment autour des bassins versants et puis des bassins de vie, hein, qui ont été les grandes échelles territoriales, pour un moment des modes de gestion de la controverse qui soient beaucoup plus larges que ce qu'on a connu aujourd'hui, c'est-à-dire en gros demander aux délégataires, aux délégants de gérer ceci. Vous voulez parler de démocratie participative à côté de la démocratie représentative. Et effectivement, dans le monde de l'eau, de plus en plus de représentants des usagers, quels qu'ils soient, hein, pas seulement des habitants, ça peut être des agriculteurs ou des industriels, participent, pour l'instant sous forme consultative, à la discussion avec la démocratie représentative. Je pense que l'heure tourne. Une question. Est-ce qu'on a besoin d'eau propre pour prendre la douche? Ça, madame, d'eau propre. Je vous le recommande très fortement. Autrement dit, je pense que la question c'est est-ce qu'on ne fait pas trop d'eau propre en réalité? Alors, écoutez, je vais vous raconter l'histoire suivante. Il y a 20 ans, beaucoup de pays en Europe se sont demandé s'ils pouvaient autoriser l'utilisation de l'eau de pluie qui tombait sur les toits des maisons pour la faire entrer dans la maison et, par exemple, utiliser cette eau pour la chasse d'eau des toilettes. C'est ça. Les Hollandais ont fait une étude très sérieuse et très poussée. Et en 6 mois, en permettant et en utilisant l'eau des toitures dans les toilettes, ils ont constaté multiplication par 10 des gastroentérites et par 10 des légionelloses. L'eau qui tombe du ciel et qui coule sur votre toit, elle est polluée parce qu'elle ruisselle sur le toit. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'en France, et même dans l'Europe, l'eau de pluie n'est pas autorisée à rentrer dans les maisons. Elle est bien sûr très utilisable pour les jardins, pour laver sa voiture, mais dans la maison, elle fait courir un risque sanitaire. Donc c'est pour ça que pour la douche, comme pour les toilettes, je recommande de l'eau propre. Oui. Merci, très bien. Alors, juste pour autant, je pense que le reuse, qui est peut-être la question que vous vouliez poser au-delà de l'eau de pluie, c'est-à-dire le fait de réutiliser, d'avoir sanitisé en fait, de l'eau qui a déjà été utilisée, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on en utilise 0,6% en France, là où certains pays essaye de viser 60 à 40%. Et si je peux prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'utilisation de l'eau dans les toilettes, je vous invite vraiment à regarder un sujet qui est très intéressant, qui est l'étude qui a été lancée par le CNRS, le BRGM et je crois l'INRIA, qui s'appelle Eau bien commun, et où en fait ils ont sur la manière d'approcher le sujet, ils se disent mais de quoi j'ai besoin de m'outiller en termes de recherche pour arriver au bout de cette eau est un bien commun, quel marqueur je veux avoir, quel marqueur sur la santé, quel marqueur en termes de gouvernance, etc. Et cette étude, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle remet par exemple en question le simple sujet de l'approche par les bassins versants, elle remet en question des questions de tarification, elle ne repose pas la question, et ça je pense que c'est intéressant, de la propriété publique de l'eau qualifié de bien commun, puisque généralement on fait un raccourci beaucoup trop rapide en disant bien commun égale propriété publique. Si vous avez 4 heures, je peux vous expliquer la différence juridique entre bien collectif, bien commun, etc. Mais sachez que, en tout cas, l'homothétie n'est pas réelle. Et voilà. Et cette approche, je pense, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle part de ce qu'on veut démontrer et comment on veut préserver l'eau bien commun
et comment on s'outille en fait pour arriver à le faire. Je rassure tout le monde, l'eau recyclée à partir des eaux usées, elle est parfaitement propre. À Singapour, pour alimenter les usines de puces en eau ultra pure, bien plus pure que de l'eau potable, Veolia utilise les eaux usées des égouts. Donc l'eau usée recyclée à des fins de consommation, elle est parfaitement propre. Et là, pour la douche, elle est impeccable. Je suis contente de savoir comment vous prenez votre douche tous les matins. Une question très très rapide, avec une réponse très très rapide. Ouais. Il y a une dame qui vous apporte. Oui. Merci. Bonjour, Jean-Pierre Darmon, avocat. Vous avez évoqué très rapidement l'eau recyclée. Je pense que c'est le problème essentiel aujourd'hui qu'il faut traiter très sérieusement et rapidement. Ma question est simple. En Israël, l'eau recyclée représente 90%. Et si je me trompe, vous me corrigerez. En France, l'eau recyclée représente que 3%. Pourquoi ? Est-ce qu'on va s'atteler maintenant à ce problème? C'est la solution, à mon avis, d'avenir pour éviter toutes les pénuries, pour éviter d'être aussi inquiet qu'on l'est aujourd'hui. Merci. Alors pourquoi, monsieur? C'est parce qu'on manquait pas beaucoup d'eau en France, bien évidemment, et qu'on n'avait pas eu besoin d'aller jusqu'à présent. Maintenant, on en a besoin. Bon. Et puis, autre raison du pourquoi, eh bien, il y avait une méfiance de la qualité sanitaire de cette eau recyclée, et notamment la Direction générale de la santé du pays avait peur d'un nouveau scandale vache folle, si je puis dire. Bon. Désormais, l'Union européenne a décidé que l'eau recyclée avec un certain type de normes était parfaitement saine. Et donc notre pays, qui doit d'ailleurs appliquer les règles européennes, normalement, va s'y mettre. Et vous avez vu de plus en plus de projets en France, y compris pour des usages de consommation de la population, utiliser de l'eau recyclée. En fait, vous avez la loi de 2022, la loi anti-gaspillage, qui a levé un des verrous réglementaires que vous évoquiez et qui permet justement d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a 150, 160 projets autour de l'eau recyclée, du reuse, comme on dit. On pense que ça va effectivement se développer parce que c'est le bon sens aussi. Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps. Une, monsieur. Il veut pas. Je suis désolée. Ouais. On va peut-être discuter dehors. Désolée.